Et on va aller plus loin avec nos invités sur ce plateau. Dominique Méda, bonsoir. Vous êtes directrice de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales à Dauphine, auteur de « Travailler au XXIe siècle, des salariés en quête de reconnaissance ». Alexandre Jost, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur du think tank La Fabrique Spinoza, un think tank qui s'est spécialisé dans le bonheur citoyen, on en parlera. Gilles Verrier, bonsoir. Vous êtes directeur général d'Identité RH, un cabinet de conseil en ressources humaines, co-auteur de « Faut-il libérer l'entreprise ?» et vous êtes vous-même un ancien DRH de grands groupes. Enfin, Thomas Godet, bonsoir. Vous êtes avocat en droit social dans le cabinet BRL Avocats. Merci à tous les quatre. On a une génération qui a été marquée par les 35 heures, la réforme des retraites, la multiplication des burn-out. Est-ce que le salariat et 12 heures par jour au boulot, c'est dépassé, Dominique Méda ? Non, je ne crois pas du tout. Je crois qu'au contraire, comme le disait par exemple le sociologue Robert Castel, le salariat reste aujourd'hui une forme très désirée. Alors c'est vrai que chez les jeunes, il y a une remise en cause de la hiérarchie trop forte et une critique qui n'est d'ailleurs pas cantonnée aux jeunes, une critique de la lourdeur hiérarchique des grandes entreprises. Ça c'est vrai. Mais j'étais très étonnée quand même par les propos de cette dame sur l'intérim. Parce que, non, franchement, je ne crois absolument pas. Enfin, moi, je connais beaucoup d'enquêtes sur ces questions, sur le rapport au travail d'une manière générale. C'est absolument pas un choix. Ça peut être un choix chez quelques personnes, quelques jeunes. Et elle le dit très bien, c'est un mode d'accès à l'emploi. Mais au-delà de ça, on a parfois des gens qui restent 10 ans, 15 ans en intérim et qui ne trouvent pas du tout ça rigolo. Donc on rêve toujours du CDI, Alexandre Jost ? Je pense, oui, on en rêve toujours, mais moi, il y a une étude qui me marque vraiment. C'est une infirmière en centre de soins palliatifs qui a interrogé des gens sur leur lit de mort, bon, un petit peu triste, et qui a dégagé 5 grands regrets. Et le premier, c'est d'avoir vécu sa vie selon un modèle pensé par d'autres. Et je pense que peut-être que c'est encore marginal, mais que dans cette augmentation de l'intérim, il y a probablement des gens qui sont en train de se demander est-ce que j'ai pas une autre manière de me réinventer ? Et l'intérim, c'est aussi un moyen de diversifier ses activités, tout en étant, comme le dit ma voisine, non angélique et en reconnaissant que c'est principalement subi aujourd'hui. Gilles Verrier, on a vécu pendant des années avec l'idée que le travail, c'est la santé. Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui ou est-ce que c'est dépassé ? Vous avez eu des débats pendant des années sur le fait que le travail était par nature aliénant ou par nature épanouissant. Moi, je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue. Il y a des réalités qui sont extrêmement diverses. Il y a un enjeu qui est qu'à un moment donné, l'entreprise se pose la question du fait que le travail soit épanouissant. Puisque là aussi, vous avez un certain nombre d'études, et il suffit d'échanger avec des salariés sur cette aspiration à s'épanouir au travail qui trouve réponse ou pas. Alors après, de là à parler de bonheur, c'est une autre question. On y viendra. Oui, on y viendra absolument, parce qu'il y a des questions sémantiques dans cette affaire. Thomas Godet ? Oui, alors je crois que le discours qu'on entend sur l'intérim, il est lié aussi à une volonté de l'époque, de réactivité, d'agilité, d'adaptabilité, parce que quand on est client, on veut que ça aille vite. Donc l'entreprise, elle doit s'adapter. Et l'intérim, ça va vite. On trouve la personne. Donc c'est une nécessité plus qu'un souhait. C'est une nécessité. Et du point de vue des salariés, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est encore, pour moi, une rencontre ratée. Quand on est intérimaire, c'est qu'on n'a pas encore trouvé la bonne entreprise ou la bonne aventure. Alors il y a un phénomène qui n'a échappé à personne, c'est la multiplication des dépressions directement liées au travail. 3,2 millions de personnes seraient exposées à un risque de burn-out. C'est énorme. Benoît Hamon, ancien candidat à la présidentielle, demande même la reconnaissance de ce syndrome en maladie professionnelle. Écoutez. Identifier toutes ces entreprises dans lesquelles l'organisation du travail, la politique managériale, la manière dont la hiérarchie se comporte avec les salariés conduisent à une multiplication de ces situations où les salariés, comme colonisés par le travail, comme colonisés par la pression, s'effondrent parce qu'ils ne comprennent plus ce que l'on attend d'eux et parce qu'aujourd'hui ils travaillent trop. C'est la raison pour laquelle je souhaite que demain le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle. Voilà, c'est un extrait qui date de la campagne présidentielle. L'entreprise peut broyer des salariés ? Bien sûr. Bien sûr. Peut-être vous vous souvenez de la grande enquête que la CFDT a consacrée au travail il y a quelques mois. Et on voyait à la fois que 77% des gens disaient aimer leur travail, mais qu'une partie extrêmement importante des personnes interrogées disaient que le travail les délabrait. Le travail délabre ma santé. 35% d'une manière générale, 40% des ouvriers et des employés. Donc c'est énorme. Il y a un énorme problème en France avec la charge de travail et, comme vous le disiez, beaucoup de stress, beaucoup de burn-out. On a un mal-être au travail qu'il faut absolument traiter aujourd'hui. Et les entreprises doivent payer pour cela ? C'est un peu ce que dit Benoît Hamon. Elles doivent cotiser pour justement que le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Le souci, c'est d'arriver à établir le lien de causalité entre une personne qui fait une dépression et le rôle de l'entreprise en lui-même. Donc moi, je suis en faveur d'aller dans cette direction, tout en ne sachant pas techniquement comment opérer. Mais peut-être que moi, ce qui me frappe le plus, c'est la coexistence à l'intérieur d'une organisation, de gens qui vont extrêmement bien, de gens qui vont extrêmement mal. On a publié récemment notre baromètre national du bonheur au travail, et on voit qu'on a grosso modo 20% des gens qui, sur une trentaine de questions, évaluent leur travail dans des notes qui vont de 8 à 10, et puis vous en avez à peu près 20% qui vont aussi l'évaluer dans des notes qui vont de 0 à 3. Et vous avez ces mêmes personnes sur un même plateau de travail. Thomas Godet, vous, en tant qu'avocat, vous défendez régulièrement ces questions de burn-out. Comment on monte un dossier contre son entreprise pour prouver que ce burn-out est directement lié au travail ? Alors, personnellement, je défends plutôt les entreprises. mais voilà. Après, je crois vraiment que, contrairement à ce qui est expliqué par Benoît Hamon sur une vision que de l'extérieur, quelqu'un pourrait dire là, il y a burn-out, là, il n'y a pas burn-out, je ferais confiance aux parties prenantes dans l'entreprise pour déterminer. La souffrance, elle doit être entendue, ça c'est très clair. Qualifier juridiquement par quelqu'un qui est extérieur à l'entreprise, ça me paraît infaisable, irréalisable, de même façon que un médecin est un médecin, un DRH est un DRH, un avocat est un avocat. L'inverse ne peut pas opérer. Alors, puisque vous défendez les entreprises, elles sont de plus en plus soumises à des attaques liées au burn-out ? Je tiens à défendre en tout cas la position du manager, que ce soit les managers cadre de direction et les managers intermédiaires qui sont attaqués en effet sur le fondement du harcèlement depuis une quinzaine d'années. C'est très bien qu'il y ait une définition, mais il faut les entendre aussi. Voilà, c'est tout ce que je veux entendre, c'est que à côté des plaintes qu'il peut y avoir à cause de souffrances liées à du burn-out, on entend aussi la parole des managers. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? On en fait trop autour du burn-out ? Qu'il y en a qui en profitent ? Eux, ils attendent, et ça, je crois qu'on sera un certain nombre d'accord autour de cette table, que l'entreprise aligne un certain nombre de valeurs avec la réalité. Déjà, si la stratégie de l'entreprise est alignée avec ce qu'on constate sur le terrain, il y aura moins d'écart, en effet, avec des pratiques qu'on a pu connaître dans certaines grandes entreprises qu'on ne va pas citer ici, où autour d'une réunion, on a dit, écoutez, il y a 12 personnes dans cette équipe, il faut que dans 3 mois, il y en ait 8, et je veux 4 noms dans 15 jours. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est de la brutalité. Ça, c'est pas possible. D'accord. Après, qu'on dise que le travail est droit, je peux pas l'entendre, moi, de mon côté, et les managers, eux, attendent plutôt qu'on leur définisse leur rôle à eux. C'est-à-dire qu'une fois que les valeurs sont posées, qu'on leur définisse leur rôle d'accompagner, de donner des méthodes, de tout ça. Parce qu'on a un peu oublié aujourd'hui, quand même. Pardon. Peut-être 2-3 réactions. Oui, il y a un problème. Il y a un problème dans un certain nombre d'entreprises. Maintenant, de là à expliquer que... Un problème de quoi ? C'est-à-dire le burn-out, la souffrance au travail, c'est une réalité dans un certain nombre d'entreprises. La question, c'est est-ce qu'on a des entreprises qui sont des gentilles entreprises, des entreprises qui sont des méchantes entreprises ? Je pense qu'il faut sortir de ce débat qui est un débat simpliste. Et être capable de se dire, à un moment donné, qu'est-ce qui se joue en profondeur ? Ce qui se joue en profondeur, c'est quoi ? Vous avez des entreprises qui se sont construites à partir d'un modèle qui a plus de 100 ans, qui est le modèle taylorien, où, en gros, vous avez un mode de management qui est descendant. Pyramidal, quelques décideurs, beaucoup d'exécutants, et puis des normes, une structure bureaucratique pour faire tenir tout ça. La réalité, c'est que ça ne correspond plus aux besoins d'aujourd'hui, et que vous avez des travailleurs du savoir, qui sont capables de gérer de l'information, qui sont capables de gérer de la relation, et que cet ancien système, il est plus adapté aux besoins d'aujourd'hui. Et que c'est ce modèle managérial et ce modèle organisationnel qu'il faut transformer, avec des entreprises qui s'y mettent, et d'autres qui ont du mal, parce que l'héritage culturel et l'héritage organisationnel, ils pèsent lourd. Et je crois que c'est en abordant ces enjeux de qualité du travail et de qualité de vie au travail, à travers ce prisme organisationnel et culturel, qu'on arrivera à traiter le sujet, pas en étant sur de la psychologisation ou en étant sur du gentil, méchant. Enfin, c'est du Walt Disney, les bonnes entreprises, les mauvaises entreprises. Alors, on a Alexandre Jost et Dominique Méda qui veulent intervenir. Dominique Méda, allez-y. Je peux aller dans le même sens, en effet. Bien sûr, les managers, quelquefois, ils font pas bien leur boulot, mais le plus souvent, la vraie question, c'est celle de l'organisation du travail. Et depuis une 20-30 d'années même, on a assisté à une remise en cause du taylorisme et à une promotion de ce qu'on appelle les nouvelles formes d'organisation du travail, avec, vous savez, 0 défaut, juste à temps, la qualité totale, etc. Et alors qu'il y avait une sorte de promesse d'autonomie, c'est-à-dire on a dit aux salariés, investissez-vous, et puis vous serez plus
plus autonome, tout ira bien. Finalement, ça s'est pas passé comme ça. Les salariés on a infantilisé les salariés. On les a pas infantilisés. On les a en même temps. On leur a donné des objectifs, parfois très difficiles à atteindre, et en même temps, en les surveillant, en les contrôlant. Avec l'informatique, c'est encore plus facile. Donc, on arrive finalement à une sorte d'autonomie contrôlée dans laquelle les salariés se sentent très, très mal. Et trop de contrôle, Alexandre. Alors, moi, ce qui m'a plu dans le petit extrait de Benoît Hamon, c'est qu'on parle solutions. Nous, on propose notamment 3 solutions par rapport aux souffrances au travail. La première, c'est de rendre obligatoire que les entreprises, les organisations mesurent l'épanouissement au travail. Comment qu'elles choisissent, alors que l'État propose un référentiel par défaut, mais qu'elles aient ensuite l'obligation, à partir de ce référentiel, de bâtir leurs propres critères d'épanouissement et ensuite d'en rendre compte et de bâtir des plans d'amélioration de celui-ci d'année en année. En d'autres termes, on crée un cadre qui favorise cette prise en compte. Deuxième idée, c'est de rendre obligatoire une sensibilisation, une formation sur la qualité de vie au travail à tout cadre. Des managers ou des cadres. De la même manière que si on est dans un bâtiment qui accueille du public, on est formé aux enjeux de sécurité incendie. Et ben, si on est manager, on doit être formé au burn-out, sans mauvais jeu de mots sur le côté incendie. Et enfin, proposer, ça vous plaît. Et puis troisièmement, la création d'un ordre du management. Et l'idée derrière, elle est simple. C'est, on peut toujours avoir une injonction de l'État qui va venir examiner, contrôler, voire punir. On peut avoir une organisation qui, par sa gouvernance, va dire le manager fait bien ou mal son travail, souvent sur des critères de performance. Mais on oublie une capacité, c'est celle des pairs à examiner les pairs. Et si les managers au sein d'un ordre se contrôlaient les uns et des autres, s'apportaient des conseils pour dire attention, il y en a un d'entre nous qui est trop autoritaire ou qui est... Exactement. D'accord. Il y a une notion dont on parle beaucoup, dont on a déjà parlé sur ce plateau, qui fait d'ailleurs l'objet de nombreux livres, de nombreuses études. C'est effectivement cette question de bonheur au travail ou de bien-être au travail. Les mots sont extrêmement importants sur ce sujet et le sujet a été évoqué par Muriel Pénicaud, ministre du Travail actuelle. C'était en août dernier. Écoutez. Le télétravail est une aspiration de 61% des salariés en France, une réalité de 17% des salariés. Il est très important pour garder un tissu rural, car on peut avoir des espaces partagés et travailler à distance en zone rurale. C'est un élément du bien-être au travail et de l'équilibre de vie professionnelle et vie personnelle. Il permet de prendre en compte des contraintes de vie personnelles et des aspirations des jeunes générations. Alors, il y a plein de choses intéressantes, mais moi, j'ai été surtout frappée par le fait que l'actuel ministre du Travail parle de bien-être au travail. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu un droit pour le salarié, Gilles Verrier ? Moi, je pense que premier élément, avant d'être un droit pour le salarié, c'est une condition d'efficacité pour l'entreprise. C'est-à-dire que les entreprises qui n'ont pas compris qu'il y a une équation qui va de l'épanouissement au travail vers l'engagement, on est bien d'accord. On en est sûr, il y a des études qui le prouvent. Oui, et vous avez un certain nombre d'études qui démontrent qu'il y a un lien entre épanouissement au travail et engagement, et vous avez un certain nombre d'études qui démontrent le lien entre engagement et performance. Alors pourquoi toutes les entreprises ne s'y mettent-elles pas ? Parce que je pense qu'à un moment donné, nous avons cet héritage organisationnel qu'il nous faut dépasser. Et c'est en ce sens que je pense qu'on est en décalage avec Alexandre et ce qu'il évoquait. Pour moi, ce que vous évoquez, ça revient à prendre la température et à sensibiliser l'environnement du malade qui est atteint d'une pathologie grave. La pathologie grave, c'est ce taylorisme et ce néo-taylorisme. Parce que les méthodes qui évoquaient Dominique... C'est du et pas du ou, on est d'accord. Mais attention à ne pas être sur des méthodes douces face à une pathologie grave. Et vous voyez, dans ce que vous évoquiez des nouvelles méthodes d'organisation du travail qui ont été développées ces dernières années, on est dans le prolongement du taylorisme. Parce que l'autonomie, elle n'a pas été accordée, alors que le collaborateur en situation générale, il sait ce qu'il faut faire. Le vendeur qui est face au client, il sait la réponse qui est adaptée. Et on va lui imposer une norme qui va faire qu'il sait que la réponse n'est pas bonne. Et ça, c'est source de souffrance. À un moment donné, comment on remet ça à plat ? Et j'ai envie de vous dire, c'est parce que l'entreprise, à un moment donné, avec les collaborateurs, parce qu'il ne s'agit pas de le faire tout seul à quelques dirigeants ou avec quelques experts dans leur coin, mais avec les collaborateurs, va se poser la question de quelle pratique de management, quel mode de fonctionnement au quotidien, et sur des chantiers très concrets qui peuvent être menés, que la réalité va être transformée derrière. Je parlais de la question des mots bonheur au travail ou bien-être au travail. Et je sais que la question fait débat. Pourquoi on ne peut pas parler de bonheur au travail ? Pourquoi ce serait choquant de vraiment être heureux au travail ? Alors moi, je prendrais bien celle-là. Allez-y. Ayant créé un mouvement, le mouvement du bonheur citoyen, je pense que ce terme pourrait être
très précis dans les mots, ce terme peut faire du mal à des gens. Et je le reconnais, parce que chacun a sa vision du travail. Ça a été démontré par Mars Lab, ou une étude dans laquelle on demande aux gens, pour vous, travail, qu'est-ce que c'est ? Certains répondent des mots négatifs, d'autres des mots positifs, d'autres des mots neutres. Et en fonction de cette réponse, on voit qu'il y a un lien extrêmement fort avec comment ils se sentent. En d'autres termes, leur représentation du monde et du travail va influer sur la manière dont ils se sentent dans le travail. En conclusion, si, selon la manière dont on décrit le travail, on peut être violent vis-à-vis de personnes, selon leur manière d'appréhender le monde. Et malgré tout, je pense qu'il est intéressant d'avoir des termes comme bonheur au travail, parce que ça donne une aspiration à un cap, un endroit vers lequel tendre. Mais en tout état de cause, et pour conclure, je pense que les mots ne doivent pas être clivants. Ce dont on parle, c'est de faire en sorte que les gens aillent mieux au travail. Il faut choisir les mots qui vont de pair avec la culture de l'organisation. Et si vous êtes chez Google, on n'a pas les mêmes mots que si on travaille chez Thales, et c'est OK. Thomas Godet, vous Oui, non. Ce bien-être qui est utilisé en effet par la ministre correspond peut-être à quelque chose qu'on peut plus objectiver que le bonheur, parce que le bonheur, c'est la conscience de ce bien-être. Et certains salariés, dans un moment de leur vie... Mais est-ce qu'on joue pas sur les mots, après tout ? On sait tous de quoi on parle. Non, parce que dans certains moments de leur vie, pour plaider en effet ces dossiers de harcèlement, on voit bien que l'impact subjectif d'un divorce, d'un déménagement, d'un problème avec un enfant malade va faire que la même personne va subir de plein fouet une remarque un peu désagréable, maladroite, tandis qu'un salarié qui est peut-être en plein boom professionnel, qui vient de se marier, qui vient d'avoir une augmentation, va complètement accepter un surnom idiot qui va lui être donné pendant quelques temps. Donc il y a ce bonheur en effet, à mon avis, trop subjectif. Le bien-être peut éventuellement se mesurer à l'aune de mesures d'innovation, encore une fois, qui vont pas être imposées par l'État ou par formulaire, mais par l'intérêt que va trouver l'entreprise à mieux servir ses clients ou ses patients, parce que l'équipe va être plus concentrée. Vous me permettez juste une question. Qui est responsable de votre bonheur ? C'est vous ou c'est Public Sénat ? Ah non, les deux. Ah non, c'est vous. C'est vous. C'est-à-dire que le travail, étant très présent dans ma vie, contribue pas à mon bonheur. Votre épanouissement au travail est de la responsabilité partagée de Public Sénat et de vous. Votre bonheur, chaque fois qu'une organisation dans l'histoire... Le mot bonheur a l'air d'être chaque fois qu'une organisation dans l'histoire s'est arrogée la responsabilité du bonheur de ses membres, ça s'est mal terminé. Dominique Méda. Bonheur, c'est très paradoxal quand c'est rapproché du travail, parce qu'on sait que travail, ça vient de tripalium, qui était un instrument de torture, enfin un instrument pour tenir les animaux, donc ça a une connotation. Pour vous, c'est incompatible. Les deux mots, c'est presque un oxymore. C'est pas incompatible, parce que quand on regarde l'histoire du concept de travail au travers des siècles, on voit qu'on part de tripalium, donc en effet torture, mépris, etc. Et puis on va jusqu'à aujourd'hui où les attentes, en effet, on l'a tous dit, les attentes d'épanouissement, les attentes d'expression de soi, de réalisation de soi au travail sont hyper fortes, et plus encore on en attend trop. On attend trop de son travail, de son employeur. Ça, c'est une très bonne question. Je crois qu'on en attend trop, moi. Parce qu'en France, vous voyez, on est le pays où, à la fois, les attentes qui sont placées sur le travail sont les plus intenses. Et c'est très intéressant parce que non seulement on est le pays où les gens sont les plus nombreux à dire que le travail est très important, mais en plus, ça couvre toutes les catégories. Ceux qui travaillent beaucoup, pas beaucoup, les retraités, les étudiants, etc. Tout le monde dit le travail est très important. Donc, attente monstrueuse et une déception qui est à la mesure de ces attentes. Et qui est évidente, du coup. Et donc, on a un fossé absolument gigantesque. Sur Muriel Pénicaud, je voulais rappeler qu'elle a écrit un rapport très important en 2008 avec d'autres auteurs, notamment quelqu'un du Conseil économique, social et environnemental, sur le bien-être au travail. Et à l'époque, le rapport avait fait grand bruit. Bien-être et efficacité au travail, c'était un très beau rapport. Peut-être une bonne nouvelle, essayons de partager bonne nouvelle. Aujourd'hui, il existe une science du bonheur et de l'épanouissement humain. Elle rassemble la psychologie positive, les neurosciences, les sciences des organisations. Et aujourd'hui, on sait mesurer le bonheur des hommes et des femmes. Et surtout, on a assez bien compris, je pense que vous serez d'accord avec moi, les mécanismes qui permettent cet épanouissement. Et ça, c'est... Moi, je ne serais pas d'accord. Ah, vous ne serez pas d'accord ? D'accord. Bon, allez regarder notre rapport qui s'intitule les 12 leviers de l'épanouissement au travail sur notre site. Et on connaît ces leviers, c'est la gouvernance, c'est le management évidemment, mais c'est la nature du travail, c'est aussi la rémunération. L'ensemble de ces facteurs, on les connaît, on commence à comprendre le poids respectif de ces facteurs et donc derrière à agir. Et à votre question, pourquoi est-ce que les entreprises n'agissent pas ? Je pense que c'est parce qu'elles ne savent... Elles ne sont pas habituées, elles n'ont pas... je pense qu'il y a vraiment une question de vision du monde. Vous voyez, c'est un peu philosophique. Mais si vous êtes patron, vous êtes génération X, que vous avez trimé pendant toute votre vie, ou que vous êtes de culture X... Génération X, c'est années 70 ? Ça n'existe pas. Né en années 70. Ça n'existe pas. Aucun fondement scientifique. Ni X, ni Y, ni aucune. Y, Z, c'est la logorée de consultant. C'est la grande tarte à la crème comme débat. Mais en tout cas, des gens qui ne sont pas de culture
l'ère digitale et qui ont été des bons soldats pendant une grande partie de leur existence. Si ces gens-là, vous leur dites que le bonheur au travail est possible et qu'il est possible d'agir, y compris pour plus de performance au travail, ça peut être violent pour ces gens-là, parce que ça n'est pas leur vision du monde. Et je ne cherche pas d'excuses. Je dis simplement que les deux freins principaux, c'est un, de ne pas exactement savoir quoi faire pour avancer, et pourtant, il y a des outils qui existent, et deuxièmement, que ça ne soit pas conforme à sa manière de vivre soi-même le travail. Alors, cette question du bonheur au travail n'a bien sûr pas échappé aux entreprises. Certaines se positionnent en chantre du bonheur au travail et même de la cool attitude. Terminé, les chefs d'entreprise en costume cravate. Les patrons qui font votre bonheur sont désormais en jean basket. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jacques-Antoine Granjon. Une cool attitude qui se voit aussi dans l'organisation des espaces de travail. Écoutez ce qu'en disait Laurent Soli l'année dernière, directeur général de Facebook France. Et je dis, il n'a pas de bureau, Mark Zuckerberg. Comment ça, il n'a pas de bureau ? Il n'a pas de bureau. Il a une salle de travail qui lui est réservée, transparente, pour qu'on le voit, mais il n'a pas de bureau fermé. Et l'organisation spatiale raconte quelque chose de l'entreprise, raconte quelque chose aujourd'hui de l'organisation du travail, de sa hiérarchie, de l'horizontalité, valeur si forte dans la révolution digitale qui s'impose dans les relations de l'entreprise. Chez Facebook, vous travaillez chez vous si vous avez envie. Votre bureau, c'est votre ordinateur. Votre ordinateur portable a un système de visioconférence intégré. On l'appelle même pas quasiment visioconférence. Et souvent, mes collaborateurs, ils me le demandent même pas. Ou ils me disent, le soir, ils me disent, Laurent, demain, je travaille de la maison parce que ça m'arrange. Aucun problème. Voilà, on comprend que c'est cool chez Facebook. Comment vous réagissez à ce genre de discours ? On voit bien d'abord que c'est réservé à un tout petit nombre de personnes. Je veux dire, en effet, des grands patrons qui ont en effet certainement des maisons très grandes pour travailler chez eux. On sait bien en même temps que lorsque des salariés se trouvent dans des open space, ça peut être l'horreur totale parce qu'on ne peut pas se concentrer, parce qu'on entend les autres, parce qu'on est sans arrêt dérangé. Donc, je crois que c'est... Et vous direz que c'est du marketing, de la communication ? Mais bien sûr, c'est un effet de mode supplémentaire, comme tout ce qu'on nous raconte sur réinventer les organisations, les entreprises libérées. C'est des trucs qu'on entendait il y a 30 ans. Vous vous souvenez, Volvo, Renault, les équipes autonomes. Il faut supprimer l'encadrement intermédiaire. C'est super, tout le monde s'aime. Bon, on y arrive. Thomas Godet, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je suis surpris parce que non, je crois qu'autant ça ne concerne pas tout le monde. Il y a encore des services qui ne sont pas délocalisables et en effet, on a besoin de personnes pour remettre des pommes dans un rayon dans un supermarché, bien entendu. Le fait de dire que ça n'est pas une tendance, non, c'est une tendance. On a vraiment des gens qui l'imposent. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que les entreprises ne le prennent pas vraiment en main, ce phénomène. Et qu'en effet, elles attendent que ça bouge. Et l'injustice va se créer parce qu'on va le tolérer pour certains, on va le refuser à d'autres pour des raisons qui ne sont pas claires. Et ça va créer une nouvelle tension sur laquelle les syndicats ne peuvent rien. Parce qu'aujourd'hui, ce côté télétravail et le domicile, ça ne va pas avec leur logique ancienne. Et quand il a dit l'adjectif horizontal, je suis parfaitement d'accord avec ça. Et à nouveau, je redis que la difficulté va être pour le manager qui, à nouveau, va devoir trouver sa place. Et je précise quand même que la cool attitude, c'est concret. Chez Google, par exemple, on laisse à ses salariés un jour par semaine pour se consacrer à ses initiatives personnelles. C'est concret. Je crois qu'il faut faire du tri. C'est-à-dire que quand on se pose la question de d'où est-ce qu'on travaille, dans quel cadre de travail est-ce qu'on peut exercer ce travail, je pense que c'est des vraies questions et vous avez des entreprises qui construisent des réponses. Le fait de se dire, le fait de ne plus être à un lieu avec tant de fenêtres en fonction de son grade. Mais il n'y a pas que l'espace, vous voyez l'esprit. De travailler l'espace, de travailler les fluidités et les flux dans l'entreprise, de travailler les modes de coopération. Et laisser plus de liberté aux salariés. Les marges de manœuvre du collaborateur, en étant clair sur ce que sont les règles du jeu et ce que sont les zones d'autonomie. Ça, c'est des vrais sujets. Par contre, effectivement, le fait de venir en jean, le fait d'avoir le baby-foot, le Chief Happiness Officer aux États-Unis. Alors, dites-nous ce que c'est très précisément, ce manager du bonheur. Aux États-Unis, le Chief Happiness Officer, c'est celui qui est en charge des activités récréatives. Certaines entreprises, donc récréatives, ce que fait le CE en France, si vous voulez. En France, dans quelques entreprises, on a repris ce terme pour le coller au métier de DRH ou à un métier approchant, mais avec toutes les illusions qui vont avec. À un moment donné, l'entreprise, c'est aussi un lieu où on doit traiter un certain nombre de problèmes. Mais est-ce qu'on regarde pas ça avec les salariés? Notre regard de Français, un petit peu critique. Après tout, est-ce que c'est pas gagnant-gagnant et pour le salarié et pour l'entreprise? Un petit élément, j'allais dire scientifique, non, parce que c'est sur un petit échantillon. Mais on a regardé les offres d'emploi de Chief Happiness Officer sur LinkedIn. Et on s'est aperçu que, c'est une statistique sur une petite base, mais 63% des offres d'emploi concernaient des stagiaires. Donc déjà, ça dégonfle un peu la fonction. Après, cette fonction,
selon qu'elle est assortie d'un rôle dans le comité de direction, à la communication, aux ressources humaines, à la transformation ou ailleurs, en fait, ça change de spectre. Bon, nous, on pense que c'est une bonne chose dans la mesure où c'est un signal qui est donné pourvu qu'il y ait du pouvoir assorti à cette fonction. Après, je vais dans votre sens. Moi, je pense que la tendance de libération des entreprises, elle va dans le bon sens parce qu'elle va toucher des processus qu'on peut appeler des méta-processus clés au travail. Redéfinir la vision de manière collective, définir des modes de communication qui sont plus horizontaux via des réseaux sociaux et moins par des emails classiques sur lesquels on est enfoui. Avoir, comme dans les années 70, effectivement, les lois Auroux, des cercles de réflexion pour se demander comment est-ce qu'on travaille mieux ensemble. Tous ces phénomènes-là, ils sont de nature à changer la donne du travail. Et est-ce qu'ils touchent toutes les entreprises ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont dans le dur. Et juste pour terminer, vous savez, une des critiques des syndicats sur la qualité de vie au travail, c'est de dire on ne devrait pas s'intéresser à la QVT, on devrait s'intéresser à la qualité du travail, et non pas ce qui est à côté. Et là, ces processus-là dont on parle, ils sont au cœur du travail. Et je pense qu'ils sont de nature à transformer positivement les organisations. Il nous reste moins d'une minute, Dominique Méda. Je trouve que plutôt que de parler de jeans, basket et coolitude, il vaudrait mieux parler d'une question qui est absolument essentielle et qui explique la réussite des pays nordiques, qui est la démocratie dans l'entreprise, c'est-à-dire en effet le partage du pouvoir dans l'entreprise. Donc la consultation des salariés. Pas seulement la consultation, la participation des représentants des salariés aux grandes décisions par leur participation au conseil d'administration et au conseil de surveillance. Pourquoi ça, de leurs c'est du représentants dur. Voyez. Et pourquoi pas de l'ensemble des salariés ? Vous voyez, à un moment donné, comment on associe l'ensemble des salariés à un certain nombre de sujets ? Je veux transformer les pratiques de management, je travaille avec l'ensemble des managers et des collaborateurs. Je veux faire évoluer les modes de fonctionnement, je travaille avec l'ensemble des collaborateurs. Donc on a été trop trompé par les représentants sociaux, mais à un moment donné, veillons à ce que l'ensemble des collaborateurs soient partie prenante. Incluant les intérimaires, parce que le risque à la fin, c'est ça, c'est qu'il y ait quand même deux sociétés au travail. Bien celle sûr. dont on vient de parler, et celle dont on a parlé au tout début, qui elle va rester une variable d'ajustement, qu'on pourra employer un certain nombre d'heures, un certain nombre de jours, pour aider ces gens qui ont réfléchi ensemble à produire. Âge moyen du premier CDI, 29 ans. Hein. C'est le Bureau international du travail qui dit que c'est l'un des droits fondamentaux de tout travailleur d'être interrogé sur son travail et participer à la gestion de ses conditions de travail. concourt. Et pour prolonger